Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Émission Radar numéro 166 du jeudi 1er mai 2025, intitulée Revenu plafond et sous-titrée Abolition du salariat. Alors, je vais dédier cette émission 166e émission Radar, il faut me dire pour les reflets, hein, à mon ami Malo. Alors c'est une crème de canidé, un gentil épagnol breton, définitivement sorti du nucléaire le 25 avril dernier. Alors, comme tous les 1er mai, il n'y a rien à fêter. Et comme tous les autres jours de l'année, certainement pas le travail, ni les travailleurs salariés. Alors, à ce sujet, j'ai la propagande du jour du Parti conformiste français qui vote tous les budgets de la défense, qui est pour la dissuasion nucléaire, mais qui tout à coup s'offusque que des armes et que l'industrie de l'armement ait des subventions, alors que voilà, d'habitude ça les froisse pas tant que ça, et ils mettent ça en balance avec la retraite à 60 ans, comme si les travailleurs à qui on volait leur cotisation retraite devaient soutenir le dictateur Vladimir Poutine contre les Ukrainiens, voire se réjouir des massacres à Gaza. Enfin, moi, je ne comprends plus ces partis qui sont pour moi des partis tellement dans le respect des institutions de la Ve République, militaro-industriels, que pour moi, ils sont de gauche comme les marines, la marine nationale. Hein. Voilà. Donc, de l'extrême droite nationaliste à l'extrême gauche nationale, en passant par toutes les nuances de gris des états-majors des partis agréés électoralement par l'inique constitution monarchique du complexe militaro-industriel français et par les états-majors des syndicats dits représentatifs, est entretenue à médias de masse largement ouverts la funeste confusion entre travail et travail salarié. Et alors là, j'en profite pour vous montrer une affiche du 1er mai, l'affiche du Parti populaire français, parti collaborationniste de l'ex-communiste Jacques Doriot, et vous voyez, il y a marqué 1er mai, chef Jacques Doriot. Voilà, donc on voit bien ici le militarisme et le nationalisme de cette pseudo-gauche française qui s'était parfaitement bien acoquinée avec Pétain. Voilà, Pétain... oui, voilà, exactement. Alors, toutes les populations laborieuses le savent. Les femmes fournissent encore très majoritairement une somme colossale de travail non salarié, ne serait-ce qu'à travers le vital investissement qu'est le renouvellement des générations. Elles sont en première ligne de leur entretien et de leur éducation, et ça pour toutes les nouvelles générations. Alors, tous les temps ont nécessité ce vital travail de renouvellement, où l'homme, je dirais pour lui, c'est plutôt une partie de plaisir, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Et aussi d'évolution des populations et des sociétés humaines. Alors avec le temps, les activités humaines se sont complexifiées et spécialisées. Des classes de personnes sont apparues qui, alors, par la ruse et la contrainte, ont su imposer leur prééminence à travers l'organisation spatio-temporelle de la production des biens et des services. Ces individus ont accaparé les moyens de production, fonciers, mobiliers et immobiliers, et avec le capital généré par les activités excédentaires de seuls et ceux qui doivent gagner leur pain,
pour survivre, ce que Marx appelle le surtravail, ces privilégiés peuvent manger aujourd'hui de la brioche matin, midi et soir, si ça leur chante. Alors, ici, on voit parmi ces privilégiés le petit Cron, alias le père Hubert, parce que n'oublions jamais que son élection de 2017, il se l'est fait financer par la société Uber, à qui il a ouvert la porte de la casse du code du travail. Voilà. Alors, le luxe de tous ces privilégiés et de la vie de tous ces privilégiés augmente proportionnellement avec leur emprise capitaliste sur toutes les populations laborieuses. Alors, ces dominants, où qu'ils sévissent, prétendent détenir d'inaliénables droits sur les territoires, les biens et les vies des populations. Alors, droits que les dieux leur auraient donnés, puis, avec l'évolution des dogmes religieux, droits qu'ils détiendraient en tant que représentants de Dieu ou d'une quelconque transcendance, race, voire droits justifiés par d'autres dangereuses et stupides prétentions axiomatiquement capitalistes et résolument laïques. Les classes dominantes par dynastie confessionnelle de sang coexistent aujourd'hui avec des dynasties laïques de capital. Et là, ben voilà, là on les voit, ces dynasties de sang, et c'est l'homme le plus riche du monde, donc on a ces sérieux leaders, faut que ça saigne, qui se fendent la pipe. Alors cette photo-là, il faut se souvenir qu'elle a été prise peu de temps après la mort de Jamal Khashoggi, le journaliste d'Arabie Saoudite, je dirais, oui, tarantinisé au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Voilà, eh bien, allez, on disait qu'on était obligé de faire un petit peu la moue grincheuse à l'ami Vladimir, avec lequel on réalise de bonnes affaires depuis l'an 2000, hein, même après les attentats de Moscou qui ont fait quand même plus de 300 morts et qui ont été fomentés par le FSB, voilà, donc par Vladimir Poutine lui-même pour accéder au pouvoir. Donc on a fait beaucoup de très bonnes affaires avec lui. Aujourd'hui, bon, c'est vrai, un peu avec la guerre en Ukraine, on est un peu fâchés, mais là, voilà, ils se fendent la pipe tous les deux. Et ils sont vraiment les représentants de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire des dynasties de sang confessionnels, de gens hyper riches, et l'homme le plus riche du monde, voilà, qui se marre et qui pense que on peut assassiner Litvinenko au polonium ou d'autres personnes au Novatchok et que c'est de notoriété publique, mais voilà, ça le fait, on ne change rien. Donc moi, s'offusquer de centaines de milliards d'armes qui seraient données à l'Ukraine pour empêcher Vladimir Poutine de contraindre les populations ukrainiennes à vivre sous les mêmes contraintes que les populations russes, eh bien je trouve que c'est plutôt donné. Alors, il faut voir que ces classes privilégiées, avec l'augmentation exponentielle récente de la productivité des activités militaro-industrielles, et ses nuisibles corollaires, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique mondial, eh bien ces classes privilégiées croient pouvoir tirer leur épingle de l'actuel mortel jeu capitaliste nucléarisé grâce à la faramineuse augmentation des capitaux actuellement à leur disponibilité, faute de la mise en place mondialisée d'un revenu plafond. Voilà. Et là, on est vraiment dans le thème de l'émission, c'est-à-dire, oui, le revenu plafond, voilà, parce que moi, contrairement à certains qui font beaucoup de propagande pour un revenu de base, en étant assez évasif sur son financement, eh bien vous comprenez bien que si on mettait en place un revenu plafond et de manière mondialisée, on trouverait tout de suite le financement des revenus de base. Voilà. Et ça permettrait justement d'éviter que des masses énormes de surtravail à travers le capital servent à détruire l'environnement. Voilà. Tournons la page, mais je trouve que ce plafond-là me plaît bien. Retournons sur le plancher
des vaches, ou plutôt le plancher des veaux, vu que comme le disait le grand Charles, les Français sont des veaux. Ne pas confondre les dévots et les grenouilles de bénitier. Voilà. Alors, ces revenus du capital, non plafonnés, dépassent égoïstement ceux de l'ensemble des populations de très nombreux territoires. De sorte que les plus riches capitalistes sont désormais les nouveaux faiseurs de rois, quand ils n'occupent pas déjà les places de monarques élus, comme c'est malheureusement le cas actuellement en Fédération de Russie et aux États-Unis d'Amérique. Eh bien oui, c'est le cas. On a 2 milliardaires, l'homme le plus riche du monde est Trump, donc Fédération de Russie et États-Unis. Et là, je vais reprendre un petit visuel que j'avais fait sur le premier mandat de Trump. Jeu de con, oui. Alors, jeu de con, parce qu'effectivement, sont deux puissances thermonucléaires qui maintiennent l'ensemble des populations de la planète sous le mortège chantage thermonucléaire permanent. Et donc on voit bien que l'arme thermonucléaire est devenue, pour les ultra-riches, je dirais, une arme de copropriétaire pour faire en sorte que la majorité des populations qui sont leurs locataires payent leur loyer et se tiennent tranquilles. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans une arme qui nous défend, c'est-à-dire en finançant les armes thermonucléaires, nous finançons les outils de chantage des plus riches sur les plus pauvres. C'est ça qu'il faut comprendre, et en plus c'est un véritable danger permanent qui nous expose en moins d'une demi-heure à être tous carbonisés au mieux et contaminés au pire, et pour des durées dépassant très largement toutes les plus grandes civilisations. C'est-à-dire ça va se compter en dizaines de milliers d'années, en centaines de milliers d'années. Donc effectivement, si des bactéries, des virus et certains petits animaux pluricellulaires comme certains insectes pourront certainement survivre, et des plantes aussi pourront survivre, mais je dirais toutes les sociétés, tous les suranimaux, ceux-là disparaîtront à jamais. Déjà, on voit l'impact des radionucléides relâchés dans le Pacifique sur tous les cétacés ou les pinnipèdes, et c'est assez catastrophique. Il faut savoir que certains cétacés, il y a des gestations qui sont de 12 mois ou plus, et elles n'ont qu'un petit, parfois tous les 2 ans. Et il y a des malformations, il y a des morts-nés. Donc voilà, donc on va perdre certainement beaucoup de grands cétacés dans les quelques années qui viennent. Voilà, et c'est valable pour beaucoup d'autres vertébrés sur Terre. Alors ces dangereux et stupides derniers capitalistes voient aujourd'hui dans la robotique et les systèmes de programmation neuronale les investissements qui leur permettront de posséder enfin des travailleurs corvéables, ainsi que de serviles et efficaces tueurs, ne connaissant ni fatigue, ni empathie, disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, des esclaves bien mobiliers, ce qu'ils étaient d'ailleurs à l'origine dans l'Empire romain, et même dans l'Empire romain devenu catholique et apostolique. En effet, en l'an 319, le premier empereur chrétien, Constantin Ier, interdit, lors d'un changement de propriétaire, la séparation des familles d'esclaves. Pratique impériale chrétienne tombée totalement en désuétude dès le début du XVIIe siècle parmi les colons chrétiens américains qui vendaient séparément les membres des familles africaines déportées et réduites en esclavage afin de remplacer efficacement la main-d'œuvre autochtone beaucoup moins résistante aux coups de fouet ainsi qu'aux maladies infectieuses. Souverain pontife reste néanmoins dans ces conditions un titre impérial plus que jamais au fasciste goût des jours de l'esclavage salarié. Séquence étymologique. Le mot slave, rob, signifie esclave. Robota, en tchèque, signifie corvée. Rien d'étonnant donc à ce que la devise « le travail rend libre » trônait
cyniquement au-dessus des portails métalliques de tous les camps de concentration et d'extermination, camps organisés aussi efficacement par le complexe militaro-industriel national-socialiste que le furent les Jeux Olympiques de Berlin de 1936, à la grande joie de l'aristocrate Pierre de Coubertin. En 1941, sous le régime de Vichy, la fête des travailleurs devient jour férié, en tant que fête du travail et de la concorde sociale. Il n'y a donc rien à fêter ce 1er mai, ni le travail, ni les travailleurs, et encore moins une illusoire concorde sociale. Quid du retrait? Ah oui, c'est vrai. Parlons-en. Le retrait, on avait fait une émission là-dessus. Quid du retrait de ce que tous les états-majors syndicaux nationaux ont négocié avec le MEDEF et qu'ils appellent réforme, c'est-à-dire le vol programmé de nos cotisations retraite, avec en prime politique pour le petit cron et ses cliques gouvernementales, une opportune trêve olympique estivale, suivie d'une élection législative anticipée, se solvant par 2 gracieuses pirouettes gouvernementales du chef de l'État français. Vous ne voulez plus de moi? Je reste et je vous emmerde. Voilà. Si fête il doit y avoir, que ce soit la fête cyclique immémoriale de la résurrection printanière, avec ses pâquerettes fleurs de Pâques. Faisons fi du royaliste et empoisonné brin de muguet, qui a remplacé l'églantine rouge du 3e jour complémentaire du calendrier révolutionnaire français, le jour du travail. Sinon, le 1er mai, en tant que journée internationale de lutte pour les droits des travailleuses et des travailleurs, a pour origine la sanglante répression des travailleuses et des travailleurs américains, en grande majorité anarcho-syndicalistes, lors de la grève générale massive du 1er mai 1886 à Chicago, grève dont la revendication principale annoncée était la journée de 8 heures. Alors, à ce niveau-là, pour grève générale, je tiens quand même à rappeler à tous les guignols qu'effectivement, il y avait eu un appel à la grève générale le 9 mars 2016, souvenez-vous, et qu'en 2019, avant qu'il ne dégote une opportune pandémie, eh bien, la France était en grève et prête à se débarrasser du nuisible locataire élyséen. Voilà, nous dirons ça comme ça. Voilà. Ben alors, la police du grand centre industriel américain, qui était à l'époque la ville de Chicago, pourrait être rétrospectivement qualifiée de milice aux ordres du patronat mafieux local. Alors, la manifestation revendicative du 1er mai 1886 se soldera par 2 morts ainsi qu'une dizaine de blessés parmi les grévistes. Immédiatement, les murs de la ville de Chicago se couvrent d'appels à la révolte. Le 4 mai suivant, la grève générale se poursuit. Un rassemblement est organisé à Haymarket Square par des grévistes plus déterminés que jamais. En marge de ce rassemblement, une bombe artisanale explose, tuant 7 policiers. Le chef de la police de Chicago ordonne de tirer sur les grévistes. Une dizaine de grévistes seront tués et plusieurs dizaines blessés par balles. Le lendemain, la répression patronale s'accentue. La police ne réussissant pas à identifier le poseur de bombes, 8 personnes seront désignées comme étant les coupables parmi les meneurs anarchistes de la grève générale. Elles seront arrêtées et condamnées de manière expéditive à la pendaison. 4 d'entre eux seront pendus. 1 se suicidera en prison, 2 verront leur peine commuée en prison à vie, et le dernier restera 15 longues années derrière les barreaux, suite à sa grâce obtenue en 1893. Voici les noms que nous nous devons de ne jamais oublier et de commémorer tous les 1er mai. August Spies, Albert Parsons, George Angel, Michael Schwab, Adolphe Fischer, Louis Ling, Oscar Nibi et Samuel Filden. Merci à Martin Senewitz, passionné d'histoire politique et sociale, enseignant à Tours,
pour son ouvrage Haymarket, qui est le récit documenté des origines américaines du 1er mai. 3 années plus tard, la deuxième internationale socialiste prend la décision, le 20 juillet 1889, de faire que chaque 1er mai devienne une journée de grève et de manifestation, avec pour objectif la réduction de la journée de travail salarié à 8 heures. Que penser, ce 1er mai 2025, des agressions fiscales exigées par l'homme de paille du MEDEF, qui veut remettre le salarié récalcitrant à la niche patronale, avec dans le rôle du Premier ministre de l'efficacité fiscale nationale, un vieux foutriquet de Navarre, sénéchal du jeune monarque Emmanuel Léborgneur. Le nouveau credo de la sainte imposition patronale nationale est simple. Traquons les niches fiscales jusque dans les chiottes des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Fondation d'entreprise, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi reste d'inamovibles niches fiscales. La disparition de la niche impôt de solidarité sur la fortune a été en 2017 le coup d'envoi d'une politique fiscale qui consiste à réduire l'indispensable de la majorité des populations afin d'augmenter le luxe d'une minorité. Et ça, souvenez-vous de ce visuel que j'avais fait, Robin des Villes. Ce qu'il prend aux pauvres, il le donne aux riches. Ce qu'il prend aux pauvres, il le donne aux riches. Voilà. Et rien n'a changé. On est toujours dans ce même contexte. Admettons-le. Quand la niche fait plus d'1 hectare, ce n'est plus une niche, c'est un véritable chenil. Le statu quo politique et syndical de souche nationale est obtenu grâce à des gamelles débordantes. Le MEDEF, la DGA, la FNSEA et le CEA y veillent. Alors là, on peut les voir. Macron et Sarko, hilar. Ah oui. On le voit là, il n'y a pas de reflet parce que moi je ne vois pas l'image, donc je demande à mon cadreur si tout est bon. Voilà, et ils sont hilars, et alors je vais vous montrer d'ailleurs encore une autre où on voit aussi le grand méchant mot en arrière-plan, et c'est à nouveau Sarko et Macron qui sont aussi assez enjoués. Et là, récemment, Emmanuel Macron a décidé de ne pas retirer sa gigouillette, sa Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, condamné pourtant à du ferme. Mais de toute manière, on s'en branle, parce qu'il a accordé cette gigouillette aussi à MBS, à Mohamed Ben Salman, l'homme qui a fait assassiner un journaliste et qui est, on pourrait pas dire quand même, un parangon de respect de démocratie et des droits de l'homme, dirons-nous, comme ça. Par contre, effectivement, c'est le meilleur client des marchands d'armes français. Si tu veux une belle coupe de cheveux, tu peux aller le voir. Oui, je pense que ça se fera sans problème et que je serai même coupé au niveau du col. Voilà. Alors, je profite de ce 1er mai 2025 pour lancer un appel à tous les étudiants, à tous les universitaires, ainsi qu'à tous les chercheurs, afin qu'ils fassent barrage par tous les moyens non violents à leur disposition à toutes les coupes budgétaires dont ils sont les cibles. J'appelle les populations à soutenir massivement toutes les actions qui visent à protéger les indispensables investissements dans notre avenir commun, ainsi qu'à préserver, voire restaurer, l'indispensable solidarité sociale vis-à-vis des anciens et des handicapés. Les populations russes peuvent retrouver leur place de populations européennes et constituer leur propre société de droit où des assemblées citoyennes se réapproprieront les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Ce que les populations serbes sont en passe de réaliser après un semestre de mobilisation et de lutte continue. À bas la guerre, à bas le gouvernement. Voilà ce que proclamait à Berlin la socialiste spartakiste Rosa Luxembourg dans un article publié le 1er mai 1916, c'est-à-dire il y a plus d'1 siècle. Alors,
Rien à voir avec la logorée capitaliste vertueuse de l'américain Bernie Sanders, qui est totalement dépassé par les actuels événements. Bernie Sanders est un homme du passé qui croit que les États d'Amérique sont unis depuis le 9 avril 1865. Make America Great Again, MAGA, est un slogan électoral imaginé par le staff présidentiel du comédien Ronald Reagan en 1980. Moins d'un demi-siècle plus tard, le milliardaire Donald Trump s'est fait réélire en entretenant l'illusion que l'empire capitaliste américain était encore en situation de position militaro-industrielle dominante, espérant que tous les autres gouvernements capitalistes se plieraient à ces oukases fiscales internationales consistant à entraver les équilibres commerciaux à la faveur exclusive de la balance commerciale américaine à coups de taxes usuraires. In fine, il y a peu de candidats pour venir lécher le rectum de Trump, voire celui du spéculateur néo-nazi Musk. Pour quelles raisons des langues américaines, européennes et asiatiques n'ont pas servi de papier toilette aux plutocrates de Washington dans le cadre de leur coup d'État électoral légal du 5 novembre 2024. Uniquement parce que l'illusoire slogan MAGA, Make America Great Again, devrait être remplacé par le factuel slogan FAPA, For a Peaceful America. Bonjour Pierre, bienvenue. Alors n'est-il pas préférable d'œuvrer pour une Amérique en paix avec elle-même et donc avec les autres, plutôt que d'œuvrer en vain pour rendre à l'Amérique sa grandeur? Surtout si cela conduit les populations américaines au réveil d'une guerre civile supposée s'être achevée à Appomattox le 9 avril 1865. Trump a promis aux électeurs américains la paix, la santé et la prospérité. Quid de la paix en Palestine et en Ukraine? Quid de la santé des populations avec le retrait de la participation US au financement de l'Organisation mondiale de la santé? Quid de la prospérité des populations américaines avec de nombreux contrats dénoncés suite aux taxations abusives décrétées par les pieds nickelés de la Maison-Blanche? Heureusement, ce n'est pas le président des États-Unis d'Amérique qui est aux manettes de l'avion présidentiel Air Force One. Sinon, cela finirait certainement d'achever l'avionneur américain Boeing. Suite à ces B737 MAX cloués au sol du 13 mars 2019 au 9 décembre 2020, pour alarme de sécurité optionnelle, suite au déboire des commandes d'attitude de son vaisseau spatial Starliner, ainsi que suite à ses récentes livraisons refusées pour coupe prohibitive des frais de douane. Le déficit budgétaire, qui était le moteur du complexe militaro-industriel capitaliste hégémonique américain, est aujourd'hui son principal frein sanitaire, social et économique. Vouloir retarder l'inéluctable dévaluation du dollar rendra l'atterrissage de l'économie américaine identique au crash d'un avion gros porteur. Les retombées internationales d'une telle catastrophe risquent d'être pires que celles de la purge capitaliste de 1929. 1870. Guerre impériale capitaliste voulue par Napoléon III. Elle s'achève par les assassinats des communards parisiens qui défendent leur liberté. Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Discours de Jean Jaurès à la Chambre des députés le 7 mars 1895. Député français farouchement contre la guerre avec l'Allemagne, conflit souhaité par tous les nationalistes français, qu'ils soient de droite ou de gauche, en réponse à la reddition de l'empereur des Français à Sedan, le 3 septembre 1870. Et là, Pierre, si tu veux, je peux te laisser la parole. Fiche 451A. Identité. Nom, Merezhkovski. Ascendant, Dimitri Merezhkovski. Agent traitant, Piotr Pav. Agent infiltré par la psychologue. Et également K, alias Charles, OCI, producteur, film sur Jean-Paul Sartre. Référent du service. L'avocat Juan. Réseau. Zalea, télévision fondée par le fils du PC.
Bon, non. Réseau également, la commission Inclusion, Parité et Société de l'Union des cinéastes mencheviques SRF, est également infiltrée depuis son adolescence par le groupe stalinien ECI, infiltré dans le secrétariat de la 4e internationale sous ordre de Staline. Dernier déplacement, Bourse du travail de Saint-Denis. A vainement tenté de présenter sa brochure Pensée et complot aux bureaucrates du groupe Révolution Permanente, référent du meeting, appelant à la création d'une organisation. Recommandation 1. Lire la brochure de Merezhkovski-Pierre, Pensée et complot. 2. À la suite d'un examen sérieux, organiser une lecture du récit Pensée et complot dans le local à des fins de reconnaissance des contacts des lecteurs figurant dans le dit fichier des lecteurs. Signé Capitaine Lebiatkin. Voilà, alors je voulais ajouter en ma qualité de cette fiche. J'ai assisté à la projection sur la chaîne américaine YouTube du film de Laurent Hayman intitulé Le Grand Marchandage. Félicitations. Enfin, peu importe. Non, Le Grand Arrangement de René Bousquet. Le Grand Arrangement de René Bousquet. Alors voilà, dans ce film, et c'est un film, c'est pour ça que c'est très déplaisant le cinéma, parce que le cinéma est condamné à faire appel à l'émotion du moment par un jeu d'images, par un jeu de musique, par un jeu de visage, censé permettre aux spectateurs de YouTube de s'identifier à la problématique ainsi posée. Et la problématique dans ce film est la suivante. Bousquet a été un haut fonctionnaire, très haut fonctionnaire, du gouvernement de Vichy. À ce titre, et il le reconnaît, il a organisé, vraisemblablement en son nom propre, sans que les Allemands lui aient demandé de le faire, la fameuse rafle du Val d'Ivre. Donc, dans ce film, la question est posée, le dilemme est en place. Vraiment, quelle émotion! Qu'auriez-vous fait à sa place? Vous êtes un grand fonctionnaire, un haut fonctionnaire de la République. Vous devez obéir aux ordres du président, à savoir le maréchal Pétain en l'occurrence, ou du ministre Tarquet de Pellepoix. Je ne sais pas exactement les rapports hiérarchiques à cette époque. Mais donc, vous êtes un haut fonctionnaire. Vous êtes au service de la République. Vous avez fait le serment et vous avez décidé d'apporter toute votre compétence, toute votre intelligence au service de la République qui est symbolisée par les ordres supérieurs, en l'occurrence ceux de Pétain ou de Heinrich Himmler. Mais c'est plus la République. Voilà. Donc, le spectateur, si c'est la République. Là-dessus, je ne tiendrai pas. C'est la République. Alors, c'est l'État français, peut-être. Ok, c'est pas la République, c'est l'État français. Mais la question demeure. Ce fonctionnaire a porté, et je recommence, donc, grâce à ton intervention, oui. Ce fonctionnaire Bousquet, haut fonctionnaire, par son système, doit obéir aux ordres qui lui sont prescrits. Les ordres n'étaient plus celui de la République, les ordres étaient donc celui de l'État français, symbolisé par le maréchal Pétain. Il n'a jamais été dit dans son contrat de travail qu'il était employé par la République française. Il a dit qu'il était employé et qu'il devait respect à son supérieur hiérarchique. C'est ça le contrat qui est signé. Quand tu signes un contrat, il n'y a pas écrit « Monsieur, machin, vous signez un contrat avec la République française », il y a écrit « Vous signez un contrat avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Intérieur, avec tout ce que vous voulez ». Mais il n'y a pas écrit dans le contrat, j'en demanderai pas, il n'y a pas écrit qu'on signe un contrat avec la République française. On signe un contrat avec un supérieur hiérarchique. Donc le spectateur est saisi par l'émotion. Qu'aurait-il fait à sa place ? Il a peut-être sauvé des juifs, quand même, hein, en bricolant quelque chose. Non, attends, laisse-moi. Il a peut-être sauvé des juifs en bricolant quelque chose par derrière, au nom de sa haute fonctionnalité. Oui, dans le train en partance, il aurait dit à 3 gamines d'aller sur le quai, comme ça elles ne sont pas montées dans le train. Alors, qu'est-ce que penser de ça ? C'est un événement extraordinaire. En fait, c'est pas un bro, c'est pas une crapule. Et alors là, c'est là où il y a le fond de la question qui apparaît. C'est qu'à la fin du film, c'est reparti dans la référence de cette ignoble personne que j'ai nommée Hannah Arendt, complice vraisemblablement de Jean-Paul Sartre, puisqu'il parle de dire que chacun est responsable de son destin. Donc c'est tout simple ce qui s'est passé. Tout simple, chers amis, ce qui s'est passé.
L'homme est mauvais par essence. L'homme est torturé. L'homme est emprisonné. Voilà l'explication qui satisfait tout le monde, qui satisfait les cinéastes et surtout qui satisfait le système. Parce qu'avec cette idée de mettre en procès Bousquet, voilà, eh ben on avait un bouc émissaire. La rafle d'Hilaire, c'est Bousquet. C'est pas les Allemands, c'est pas la police française, c'est une personne. Une personne. Mais alors, on ne remet pas en cause quoi? Eh ben, comme je dis toujours, le système de la hiérarchie, l'obéissance, le respect, le mérite, comme c'est dit de Mélenchon à lutte ouvrière, en passant par Le Pen, en passant, voilà, c'est ça qui ne doit pas être mis en cause. La structure pyramidale, autoritaire, avec un chef généralement tenu par un homme, le patriarcat, et donc, à ce moment-là, en mettant en cause un individu, mais il n'y a plus de problème. Et c'est pareil pour Macron. Mais il n'y a pas de problème. Ça va mal parce qu'il y a Macron. Voilà, coupons la tête à Macron, tout ira bien. Et en Israël, c'est pareil, c'est la faute à Netanyahou. Et en Russie, pareil, c'est la faute à Poutine. C'est ça qui est dégueulasse, c'est cette idée que le cinéma et leur société d'auteurs, oui, et que les sociétés d'auteurs laissent entendre justement qu'un film soit le fruit d'un auteur, laissent entendre justement que chacun est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, alors que les dernières découvertes de la psychanalyse et du Big Bang affirment justement qu'il y a eu un Big Bang, mais que le Big Bang n'est pas à l'origine. Le Big Bang n'est pas au début. Le Big Bang est le Big Bang, mais il est à l'origine de rien du tout. Donc, considérant qu'il n'est à l'origine de rien du tout, comment pouvons-nous dire qu'un tel est un tel, elle est à l'origine de quelque chose? C'est à lui de s'interroger, c'est à lui de faire en sorte qu'on lui pourrisse la vie, dans un sens. C'est-à-dire, en ce qui concerne Bousquet, par exemple, ou d'autres individus de ce genre, au lieu de les mettre en prison, ce dont ils se contrefouent, parce qu'ils seront convaincus, justement, d'avoir fait leur devoir que l'on imposait encore une fois l'obéissance, le respect de la hiérarchie, le respect du chef, etc., chose qui est enseignée dès l'école, dans les universités, dans les organisations politiques. Voilà, dans tout le monde, justement, il sera convaincu en étant en prison qu'il n'a rien fait de mal. Alors, si on veut être emmerdant, c'est pas ça qu'il faut faire, mieux mettre les gens en prison. On leur téléphone tous les jours, on va leur demander. Et moi, j'aurais saoulé la tête à Bousquet. Qu'est-ce que t'as fait? Et je l'aurais pas lâché. Pendant des heures, je lui aurais parlé. Pendant des heures, je lui aurais parlé. Et il n'aurait pas craqué. Et j'aurais continué. Alors, soit il m'aurait tiré dessus, mais je suis malin, je cours vite, soit il aurait fait autre chose. Il faut espérer que les gens face à eux-mêmes auront des remords. Et puis, de toute façon, s'ils n'en ont pas, ça sert à rien de les mettre en prison. Ce qui ne veut pas dire que la justice ne doit pas faire quelque chose. Mais voilà, le dernier point. Dans ce film, il est clair que Klarsfeld, voulait dénoncer, non pas, d'après ce que je comprends, Bousquet, mais justement ce système, administratif, qui a conduit à la rafle du Veldiv, ce système administratif, c'est-à-dire la police, la hiérarchie, les trains SNCF en place, les gares, enfin la bureaucratie, exactement, tout le dispositif. Et que Klarsfeld a estimé, d'après ce que je comprends, que le seul moyen qu'acceptait la République, pour reprendre ton terme, de remettre en cause le système, parce que ça la République l'interdit, c'est de mettre en cause une personne. Oui. En se disant qu'en mettant en cause une personne, on défilera toute la vérité. Mais rien du tout, on défilera rien du tout, parce que l'interrogation elle demeure. Pourquoi il y a eu le Shoah? Pourquoi est-ce qu'on a mis des Juifs à la rafle du Veldiv? Je ne sais pas pourquoi, et je ne saurai jamais pourquoi. Et l'intérêt, c'est de penser tous les jours, du mieux qu'on peut, pourquoi cette chose ignoble est arrivée, pourquoi elle est arrivée. Mais nous n'aurons jamais la réponse. Parce que si jamais nous avions la réponse, dans ce cas-là, tout va bien. Il suffisait juste de se débarrasser des quelques nuisibles. Voilà, et tout le monde ira très bien. Or, dernier point, moi je considère que le nuisible, comme ils disent, c'est la minorité. C'est le traitement des minorités. Qu'est-ce qu'on fait des minorités? Exactement. Je te remercie, Pierre. Grâce à toi, on ne s'emmerde pas dans les émissions radar. Hein, non, mais c'est vrai, faut bien le dire. Alors, pas dans la dentelle. Voilà. Moi, je reviens. Le vendredi 31 juillet 1914 à Paris, 21h40, au Café des Croissants, assassinat de Jean Jaurès, député socialiste du Tarn, en plein dîner. 1914. Oui, pourquoi il mangeait? Parce qu'à 21h40, il avait l'habitude d'aller manger. Voilà. Alors, 1914, la première guerre mondiale capitaliste, qui sera la dernière. La dernière, c'est promis, c'est la dernière.
conduira toutes les populations dans la mortelle impasse du traité capitaliste de Versailles. Juste traité pour tous les empires coloniaux vainqueurs. À bas la guerre, à bas le gouvernement. Rosa Luxembourg, Berlin, 1er mai 1916. Toutes les populations sortent vaincues de ce premier conflit mondial. Guerre et paix rejoignent le rouge et le noir. Le rouge guerrier du sang des populations, le noir de la merde pour tous les acteurs survivants aux premières loges frangeuses du conflit. Les oligarques des empires coloniaux vainqueurs plastronnent à la Société des Nations. Aiguillonné, le virilisme nationaliste des soldats prussiens trouvera dans la défaite et la crise économique capitaliste de 1929 les conditions sociales idéales pour les rapides pousses des brunes ronces fascistes européennes. Bien sûr, il ne faut pas oublier les épandages généreux d'engrais capital réalisés par tous les industriels, Ford, Krupp, BASF, Bayer et Agfa. Alors les trois derniers constitueront IG Farben, mais seulement à partir de 1925. Pour qui le service du travail obligatoire ainsi que le travail forcé constitueront des opportunités économiques et sociales pour réduire très efficacement le prix de revient de leurs marchandises et de leurs services. Et ils échapperont bien sûr au procès de Nuremberg. Eh oui, c'est assez bizarre, c'est étrange, mais c'est comme ça. Rosa Luxembourg connaît très bien les écrits de Karl Marx. Elle sait que la condition d'une subordination Elle sait que les conditions d'une subordination ne sont jamais négociables en faveur du subordonné. Moins de coups de fouet ou une gamelle un peu mieux remplie ne régleront jamais les vitaux problèmes de fond que pose le capitalisme. En 1904, Rosa Luxembourg est condamnée à 3 mois de prison pour offense à l'empereur, car elle condamnait sans équivoque toutes les politiques militaristes de toutes les puissances coloniales, hein, pas uniquement l'Allemagne, la Prusse et... Non, la France, l'Angleterre, les États-Unis, toutes les puissances coloniales, voilà. Alors, autant vous dire qu'elle se faisait beaucoup d'ennemis, et de tous les bords. Alors, en effet, elle se montre très critique dès 1904, hein, avec la conception du parti bolchevique, exposé par Vladimir Ilitch Lénine, quasiment inconnu à l'époque. Hein. Rosa Luxembourg dénonçait par avance le danger que représentait la volonté de Lénine de mettre en place en Russie un centralisme bureaucratique. Elle préconisait l'activité révolutionnaire autonome du prolétariat. Voilà, donc elle te rejoignait, t'es plus dans la ligne Rosa Luxembourg et pas du tout dans celle de Lénine. Hein. 15 janvier 1919, États-Unis d'Amérique. J'ajoute quand même que oui. Tu viens de dire que Lénine n'était pas connu en 1905. En 1904. 1904. Non, il n'était pas connu comme il l'a été après. Voilà, et ben je me permets d'ajouter que Pierre Merezhkovski n'est pas connu en 2025. Oui, mais si, pour le moment. Alors, 15 janvier 1919, États-Unis d'Amérique, État du Massachusetts, ville de Boston. Alors, on est à la veille du vote de la loi sur la prohibition. Et il fait exceptionnellement chaud ce jour-là, parce que d'habitude, le mois de janvier dans le Massachusetts, il pèle. Et donc, il fait très chaud, et une cuve de mélasse de 8700 mètres cubes, hein, de la distillerie locale Purity Distilling Company seront, causant un mortel raz-de-marée de 2,5 à 4,5 mètres de haut. Et c'est pas de diabète, hein, ça se déplace à 56 km/h, hein, ce raz-de-marée. Et il y a un bilan de cet accident industriel, 150 blessés et 21 morts, dans le quartier populaire qui jouxte la distillerie. Donc on suppose qu'ils ne sont pas morts du diabète, hein, à cause de la mélasse. Et bien, le 15 janvier 1919 à Berlin, ce jour-là, il fait extrêmement froid. Hein. Alors tôt le matin, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, 48 ans tous les deux, sont arrêtés à leur domicile respectif par des militaires nationalistes, des Freikorps, les corps francs, sur ordre du ministre de la Guerre, le social-démocrate Gustav Nosk. Ils sont emmenés et séquestrés à l'hôtel Eden où siège l'armée. Les deux militants sont interrogés de manière musclée, en tant qu'initiateurs de la grève générale débutée le 6 janvier 1919, ainsi qu'en tant qu'animateurs du mouvement communiste révolutionnaire Spartacus. Puis, ils seront abattus sans autre forme de procès d'une balle dans la tête, à l'intérieur même des véhicules automobiles censés les emmener en prison. Les militaires se débarrassent du corps de la juive Rosa en le jetant comme un compromettant et encombrant paquet d'ordures lesté de pierre dans l'eau froide du Landwehr Canal de Berlin.
Le corps de Rosa Luxembourg sera finalement découvert 4 mois plus tard, le 31 mai 1919. Sur la tombe de celle-ci, il était écrit « La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement ». Eh bien, cette tombe sera profanée en toute liberté par le régime nazi. La complicité d'un gouvernement républicain avec l'extrême droite mène toujours au pire. Gouvernement républicain, extrême droite, complicité, ça mène au pire. Que le pitre Hanouna aille rejoindre le pathétique guignol Zemmour au panthéon des créatures médiatiques du sinistre Bolloré. Pendant que je vous parle, les activités industrielles ne cessent d'augmenter. Leur nuisible impact sur la biosphère croît. Le permafrost fond à un rythme soutenu. La probabilité augmente de jour en jour qu'un virus ou qu'une bactérie extrêmement pathogène, congelée depuis des millénaires, retrouve les conditions lui permettant de nous contaminer mortellement. Non passaran, non passaran. Plafonner les revenus, c'est aussi se donner les moyens de plafonner les activités industrielles et donc leurs nuisances. C'est réduire drastiquement les heures hebdomadaires de travail nécessaires pour nous assurer une vie digne et sûre. Une vie avec du temps pour vivre, plutôt qu'une survie laborieuse dans des conditions se dégradant de jour en jour. Plafonner les revenus, c'est aussi se donner les moyens de financer un inconditionnel revenu de base pour toutes et tous. Les yachts, les avions d'affaires, les avions gros porteurs, les navires de croisière, les casinos, les enseignes de luxe, les hôtels particuliers manqueront à très peu d'entre nous. La mer et le ciel nous rendront leur disparition au centuple. Une véritable politique sanitaire et sociale est celle de sociétés humaines où l'économie est au service de l'écologie. Ce sont des sociétés post-industrielles, décentralisées, de partage équitable, où la propriété d'usage mobilière et immobilière ainsi que les propriétés collectives constituent les richesses de toutes et tous, où l'argent est repensé intrinsèquement mortel et castré. Alors castré pourquoi? Plus de taux d'intérêt, plus d'usure, plus de taux d'intérêt ou des taux d'intérêt négatifs, ce qui correspond aux fameuses monnaies circulantes. Voilà, oui, ben, qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça que je ne peux m'exprimer que dans les émissions radar. Alors, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel, de 19h à 20h, hein, en direct. Mais si je n'ai plus mon livret de caisse d'épargne. Ah, si tu n'as plus ton livret de caisse d'épargne, tu auras encore ton livret de caisse d'épargne, mon gars. Il y a de la propriété d'usage. L'épargne en soi, par contre, ton épargne ne sera plus rémunérée. Mais par contre, comme il n'y aura plus de taux d'intérêt, ton épargne sera toujours à taux constant. Voilà. C'est-à-dire ce que tu as placé vaudra toujours exactement la même chose. Alors, prochain rendez-vous de 19h à 20h en direct sur notre page Facebook au café Le 2 Jazet. Alors le jeudi 5 juin 2025, c'est notre prochain rendez-vous pour notre 167e émission Radar. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci Marc, merci Pierre, merci. Bonsoir.